nous allons parler de l'Amérique avec Christophe de Roubaix, qui est grand reporter à l'Humanité, à la section internationale, comme notre ami d'ailleurs Pierre Ardancé. Il va nous parler donc des USA de Trump, des USA qui, vous le savez, enfin un président qui, vous le savez, a été largement élu par la population, mais qui ne bénéficie plus tout à fait de la popularité qu'il a eue au moment de son élection, qui est même assez clivant. Et il y a de plus en plus deux Amériques qui s'affrontent, qui s'opposent, et une qui est vraiment tournée vers des valeurs qui sont totalement différentes des nôtres, et une autre, l'Amérique des millennials, c'est-à-dire des jeunes des années 2000, à propos duquel d'ailleurs Christophe a écrit un livre que je vous recommande, et qui fait un peu contrepoint à cette Amérique des profondeurs qui nous inquiète beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va donner cet affrontement? Sur quoi ça va déboucher? Qui gagnera? Mais écoutez, on va laisser la parole à Christophe de Roubaix pour nous en parler. Merci. Merci à tous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Non. Non. Je sais que tu étais un... Si. Non, mais ne plaisantez pas. Alors, il faut qu'il utilise le micro. Parce que Non, il a le micro. j'ai le micro. Ah, bon. J'ai le micro-cravate, en fait. Je suis le cobaye du micro-cravate. Donc, si tout le monde m'entend, on part comme ça. Je voulais m'assurer d'abord que, au dernier rang, c'est variable. Ah. C'est variable, me dit-on. Bon. Bon, je commence, et puis si jamais... ouais. Alors, on m'a dit sur la route que vous avez un conférencier qui a fait 2h10 la dernière fois, donc je vais faire mieux que lui. Non, je vais faire 45 minutes, 1 heure. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner le tableau général, le paysage, voilà, dans lequel s'inscrit Trump, son mouvement et l'opposition. On va revenir là-dessus. Donc, vous donner plein d'éléments, laissant de côté volontairement, je sais que vous serez frustrés dans un premier temps, mais ça viendra dans un second temps, le temps de l'échange, sur évidemment l'actualité la plus chaude, ce qui se passe en Iran, et un certain nombre de questions. Donc ne soyez pas frustrés, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que je vais laisser de côté, c'est volontairement, sachant que ça sera dans l'interaction qu'on aura ensemble. Alors pour commencer, il y a une phrase de Gramsci qu'on a utilisée, quand je dis on, c'est à l'humanité, la famille progressiste au sens large, jusqu'à la corde et jusqu'à la corne, mais qui a du sens, vous savez, c'est quand le vieux se meurt et que le jeune hésite à naître, surgissent les monstres, et Gramsci disait ça pour caractériser les périodes de transition. Et je pense qu'on peut pas. Moi, je la réutilise après l'avoir beaucoup utilisée. Je la réutilise parce que les États-Unis sont vraiment. Ça, c'est le premier grand paysage, la première. Et puis après, je vais zoomer un peu comme une espèce de réalisateur. Je vous ai amené, comme mes étudiants à l'école de journalisme et à Sciences Po Aix, je vous ai amené des petites cartes et des graphiques parce que j'adore ça, c'est très parlant. Puis ça permet aussi de casser les clichés, les représentations, les stéréotypes. Donc, en tout cas, première big picture, comme disent les Américains, c'est les États-Unis sont en train de traverser une période où ils sont en train de sortir, parce que les processus en termes historiques sont longs, de 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de population européenne. Les États-Unis se sont construits, vous le savez, à partir de 1789 sur une guerre d'indépendance, sur l'immigration, sur l'esclavage et sur l'immigration de populations qui étaient européennes. Hein, les anglo-saxons, les anglais, puis les allemands, les italiens. Bon, bref, je ne vous fais pas trop long. Et les États-Unis sont en train de sortir de cette situation en devenant une Amérique, du point de vue de sa population, la composition de sa population, mondialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 20% de la population des États-Unis qui viennent du continent latino-américain, avec de la diversité dans le continent latino-américain, mais aux 3/4 quand même mexicain. Vous avez évidemment toujours la population africaine-américaine qui compte à peu près pour 11% des habitants. Bon, disons qu'on est passé d'une Amérique en noir et blanc, hein, vous connaissez cette histoire, à une Amérique multicolore, avec aujourd'hui la principale source d'immigration aux États-Unis, ce sont les populations qui viennent d'Asie.
d'Inde, de Chine, avec des différenciations sociales selon... voilà. Et donc, pour la première fois de son histoire, les États-Unis se retrouvent être un pays-monde, donc non pas une île démographique, mais un pays-monde relié, forcément. On le voit aussi en France, hein, les vagues d'immigration les plus récentes n'ont pas coupé les ponts avec les pays d'origine, et les technologies, un nouveau rapport aux migrations font qu'on continue à maintenir le contact. Et ça peut aussi expliquer beaucoup de choses de la politique étrangère des États-Unis, notamment, on y reviendra dans une autre partie, l'importance de la population de latinos, notamment les Cubains en Floride, mais les Colombiens, mais pas uniquement. Hein. Donc ça, c'est le premier cycle, en gros, ce qui est quand même un cycle démographique, mais la démographie, c'est de la politique, ou on peut en faire de la politique, en tout cas. C'est la fin d'une population européenne, et le projet des États-Unis, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais c'est un projet qui est à l'origine un projet blanc. Alors, ça a été un moment très sous-estimé dans les travaux d'historiens. De certaine façon, c'est la première république née des Lumières, plus les Lumières écossaises que les Lumières françaises, mais quand même. Mais c'est aussi la première république esclavagiste. Et en fait, en regardant de près, les historiens ont mis à nu le fait que qu'il y avait aussi sous-jacent à ce projet républicain un projet de suprémacisme blanc. Voilà, ça, ce cycle est en train de prendre fin. Je fais rapidement. Le deuxième cycle qui est en train de prendre fin, c'est le cycle de domination, ce qu'on a appelé l'Occident. J'aime pas du tout ce mot, mais bon, utilisons-le comme ça, dans la géopolitique mondiale, avec plein de répercussions. Ça, vous aurez beaucoup de questions, j'imagine, sur le sujet. Ou, pour laisser de le dire simplement, les pays, les puissances qui sont nées de la révolution industrielle au XIXe siècle, en gros ce qu'on appelle les pays occidentaux, moi je préfère dire les puissances nées de la révolution industrielle, sont en déclin relatif par rapport à d'autres puissances émergentes, notamment la Chine, on en parlait tout à l'heure de la Chine, mais pas seulement, ce qu'on appelle les BRICS ou le Sud global. Bon. Voilà. Et donc il y a une forme d'équilibre géopolitique qui est en train de retrouver le statu quo ante de l'avant-révolution industrielle. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple la répartition du PIB mondial en fonction du pays, la principale puissance mondiale en 1790, c'est la Chine. C'est pas nouveau. Alors c'est pas nouveau. Évidemment, c'est dans des conditions nouvelles. Donc c'est nouveau. Mais bon. Et donc, en gros, pour le résumer, ça c'est, j'essaie toujours de citer ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont donné des formules dans les interviews quand je les rencontre. C'est Philippe Golub, qui est professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Il m'avait dit il y a une dizaine d'années. Il avait oublié, puis je lui avais rappelé. Il m'a dit ah, c'était pas mal ma phrase. Je lui ai dit ouais, elle était pas mal. Dans une génération, il faisait ça il y a 10 ans, hein, donc on est dedans, les États-Unis seront un pays post-européen dans un monde post-occidental. Ça, c'est le. Voilà. Et je rajoute un troisième élément, un troisième cycle, parce qu'on en parle souvent dans les conférences, on me pose des questions, c'est la fin du rêve américain. Alors, la fin du rêve américain, on l'a décrété tout le temps, surtout dans les revues, dans les cinémas, dans les films. Okay. Qu'est-ce que j'appelle rêve américain? Le rêve américain, c'est l'idée que quand vous arrivez dans ce pays, si vous suivez les règles, comme ils disent là-bas, vous trouverez toujours un moyen d'ascension sociale. C'est le rêve de tous les migrants qui sont arrivés aux États-Unis, les Italiens, les Irlandais, et qui se sont frayés un chemin. Voilà. Or, il se trouve que depuis 20 ans, 25 ans maintenant, la première fois c'était diagnostiqué sous le Barack Obama, les États-Unis sont une société qui sont très peu mobiles socialement. C'est la société la moins mobile socialement de tous les pays dits occidentaux. C'est-à-dire que c'est aux États-Unis qu'en étant fils d'ouvrier latino, vous avez le plus de chances de rester ouvrier latino. Voilà. Tout ça évidemment est corrélé avec l'explosion des inégalités qui ont retrouvé leur niveau des années 1920, donc des années 20 mais 1920, avant les politiques de redistribution de Roosevelt et du New Deal. Voilà. Et donc on verra aussi peut-être ou dans les questions ou si ça revient dans le fil de ma présentation. Il peut y avoir plusieurs explications à la fin du rêve américain.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une explication, pour faire simple encore, hein, de gauche, disant l'explosion des inégalités, l'explosion des grandes fortunes, qui explique que socialement vous êtes condamné à la reproduction. Hein. Et il y a une deuxième explication, l'explication de Trump, c'est-à-dire c'est l'étranger qui est venu voler votre travail. C'est-à-dire c'est à la fois les Chinois qui vous ont volé vos usines qui sont partis là-bas, et à l'intérieur c'est le latino qui est venu voler votre travail de livreur. Hein. Voilà, donc ça c'était les trois éléments. Ah, on entend mieux, ouais. Les trois éléments de cadrage général. J'en rajoute deux encore, je resserre encore un peu, ça c'est le cadre historique vraiment de temps long. Je resserre un peu plus sur le temps un peu plus court, mais c'est court à l'échelle de quelques dizaines d'années. Donc le premier, c'est ce que je viens de vous citer, c'est l'explosion des inégalités, ça c'est pas ça. Ne vous laissez pas distraire par le petit truc qui est arrivé un peu trop vite. Donc je fais la transition, l'explosion des inégalités. Je ne sais pas si j'ai un... non, je ne l'ai pas, là. Bon, enfin bref. 1920, 1%, les 1%, les fameux 1% les plus riches aux États-Unis, détiennent 40% de la richesse. Il faut parler en termes de richesse, pas de revenus. On s'en fout des revenus. C'est pas Bernard Arnault, le problème n'est pas le salaire qu'il a, c'est le patrimoine. On est retombé dans les années 50-60 à 20%. C'est une courbe qui fait ça. Et on est retombé à 20% pour une raison assez simple, hein, c'est que les taux d'imposition aux États-Unis étaient très élevés. Si jamais, je lisais ce matin sur, dans les Échos un papier sur des projets de taxes, d'impôt sur la fortune en Californie notamment, porté par un syndicat. Et le journaliste des Échos dit que ça paraissait totalement incongru ce genre d'imposition au pays du capitalisme et de la libre entreprise. Le journaliste a oublié, bon j'essaie de pas trop tacler mes collègues journalistes, mais a oublié que les États-Unis est d'abord le pays qui a, avant les autres, créé l'impôt sur le revenu, 1917, notamment la France, et qui l'a porté très rapidement à des taux plus élevés que tous les autres pays. Le taux le plus élevé que les États-Unis aient pratiqué, je parle sur les revenus, hein, mais sur les capitaux c'était pareil, c'était 93%. C'est-à-dire que dans les années 1950, le PDG de General Motors, qui était la plus grosse boîte américaine, laissait 93% de son salaire à l'État américain. 93%. La taxe Hollande, vous vous souvenez, enfin la fausse taxe qu'il a fait semblant de vouloir appliquer, c'était 75%. Et tout le monde criait, les Américains l'ont porté à 93%. Et Roosevelt a même fait la proposition dans le Congrès de le porter, c'était en 1940, pendant la guerre, dans des conditions historiques évidemment particulières, de le porter à 100%. Ça s'appelle un revenu confisqué, un impôt confiscatoire, que d'autres ont proposé dans la vie politique française depuis Georges Marchais jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Donc ça me fait rire, de ce point de vue-là, c'est pas plus radical que n'était Roosevelt. Bref. Et tous ces, donc, les forts taux d'imposition sur les revenus, les capitaux, les dividendes, ont fait baisser cette part détenue par le 1% le plus riche. Et à partir des années 60, on a rebaissé, et notamment accéléré sous Reagan. Je parle pas trop vite, ça va? Ok, d'accord. Je parle pas trop fort non plus? Ok, je vais vérifier. Les taux d'imposition ont baissé, hein, la révolution conservatrice, et donc la part des 1% a augmenté et a retrouvé une parabole aujourd'hui, en 2020-2025, le niveau qui était le sien en 1920. Donc ça, c'est l'explosion des inégalités sociales. Le deuxième élément de ce nouveau cadrage, c'est la polarisation politique. Voilà. Donc ça, on m'a tout donné d'impeccable aujourd'hui. On m'a donné un micro-cravate, on m'a donné ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. Donc ça, c'est une carte. On attend la 2024, qui sont un peu lents à la détente. C'est confectionné par le Pew Research Center, qui est un grand groupe de réflexion aux États-Unis, qui a énormément de moyens. Donc il fait là, on n'est pas sur du sondage IFOP, hein, vous voyez, on est sur des enquêtes d'opinion, sur du travail, des dizaines de milliers de personnes interrogées. Enfin, c'est très sérieux, très costaud. Je m'appuie beaucoup sur leur travail. Il n'y a pas que, hein, mais le Pew Research pour moi c'est quand même le top. Et donc depuis 30 ans, maintenant ils travaillent notamment ce qu'ils appellent la polarisation politique. Alors pour faire simple, je vais vous dire ça et après je vous montre comment ici ça. La polarisation politique, c'est que les électeurs républicains
sont de plus en plus à droite. Et ça, vous avez été informé avec Donald Trump, et puis même dans le traitement médiatique, radio ou télé, on en parle souvent. Il y a une autre partie qu'on ne voit pas et on serait hémiplégique si on ne la voyait pas pour traiter les États-Unis. En tout cas, moi, c'est mon rapport, la façon dont je traite ce pays. Après, je mets ça sur la table, vous en faites ce que vous en voulez. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi. Le deuxième, c'est que les électeurs démocrates sont de plus en plus à gauche aussi. On verra les ressorts de ça dans le déroulement de notre échange. Pour l'instant, c'est un monologue, mais ça deviendra un échange à un certain point. Donc, on le voit ici, 1994, 2004, 2014. En bleu, les électeurs démocrates, l'électorat démocrate, en rouge, l'électorat républicain. Le Pew Research a classé tous ces électeurs sur une échelle de gauche à droite sur la base de 10 questions, 10 grandes questions. L'impôt, l'avortement, la peine de mort, voilà. Et en fonction des réponses, classer l'électeur plus ou moins à gauche ou à droite. Il a cartographié tout ça, et les deux lignes blanches qu'on voit ici, ce sont les centres de gravité des électorats. Ce qu'on constate, c'est qu'en 1994, globalement, les deux centres de gravité sont un peu proches. Hein, donc on est dans une période, disons, de consensus politique entre les électorats, les électeurs démocrates et les électeurs républicain. C'est la partie bleu sombre ici. En fait, c'est la partie commune des électorats républicains et démocrates. C'est-à-dire que vous soyez démocrate ou républicain, vous êtes d'accord sur les grandes questions. Donc c'est la présidence de Bill Clinton qui fait voter des lois que les républicains ont proposées et que les républicains, enfin qui signent des lois que les républicains ont votées sur la fin de l'aide sociale, le renforcement des lois contre la criminalité qui sont en fait très punitives et compagnie. Voilà. Et puis à partir de 2004, alors c'est un peu bizarre, mais ce qui nous intéresse surtout c'est 2014 en fait. Et 2014, ces deux montagnes s'éloignent, c'est-à-dire que démocrates et républicains sont de moins en moins d'accord sur tous les grands sujets, et la partie commune, vous voyez, elle est réduite, on passe de ça à ça. On est à la fin de la présidence Barack Obama, et puis les deux centres de gravité surtout s'éloignent. Voilà, et donc j'ai aucun doute sur le fait que la carte de 2024 qui sortira continuera encore. Hein, tout le monde ne parle que de ça, de polarisation. Ça fait 15 ans qu'il y a des chercheurs américains qui en parlent, bon, au moins 15 ans d'ailleurs. Voilà. Donc juste une petite incise ici, entre 2004 et 2014. Bon, le premier accélérateur en fait, c'est les guerres de Bush. En 2004, la guerre en Irak, notamment la guerre en Irak, qui commence à polariser. L'élection de Barack Obama polarise en radicalisant une partie des électeurs républicains sur un fond principalement raciste. Hein. Voilà. Et juste une petite... si vous voulez comprendre la présidence de Barack Obama et le fait qu'elle n'a pas été une présidence transformatrice, contrairement à ce qu'il avait annoncé, on peut partir de là. C'est-à-dire que Barack Obama, quand il est élu, on n'est plus dans cette situation ici que dans cette situation-là, parce que la polarisation a commencé. Et donc lui il dit qu'il veut gouverner de manière bipartisane avec les républicains, donc les élus républicains, et les électeurs républicains. Mais dans un pays, en gros, Barack Obama veut gouverner ici. Il n'y a rien ici. C'est du vide. Il n'y a pas de force sociale sur lesquelles s'appuyer. On ne peut pas gouverner, enfin à mon sens, je parle des États-Unis, je ne suis pas politologue ou professeur, mais on ne peut pas gouverner un pays si on ne s'appuie pas sur des forces sociales. C'est ce qu'a fait Donald Trump. Donald Trump, à un moment, a décidé de s'appuyer sur une force sociale très précise, que tout le monde disait minoritaire, et il a réussi à la mobiliser, à la galvaniser, et finalement l'élargir au point de gagner l'élection de 2024, comme tu le disais, contrairement à celle de 2016 où il avait perdu. Hein, ça aussi, on va le voir. Bon, ça, c'est une petite réflexion comme ça en passant que je vous livre. Donc, polarisation. Et en fait, depuis 2008, en fait, l'élection de Barack Obama, c'est vraiment l'accélérateur de la polarisation politique. L'exercice du pouvoir par un des deux grands partis agit comme un accélérateur de radicalisation pour l'autre parti.
C'est-à-dire que Barack Obama élu, premier président noir, réaction de... D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celui qui a lancé l'idée que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis et qu'il avait trafiqué son certificat de naissance, c'est Donald Trump. Il n'était pas investi en politique, mais en 2011, il a dit non, mais il nous a menti et compagnie. Donc le ressort raciste de élection de Donald Trump en 2016, 2018, élection de mi-mandat, et les démocrates remportent, mais les démocrates avec beaucoup plus d'élus à gauche. C'est cette année-là qu'Alexandria Ocasio-Cortez est élue, avec Rachida Tlaib, Cory Bush et d'autres élus qui, pour la première fois dans l'histoire, pas tout à fait la première fois, mais dans l'histoire du Congrès des États-Unis, il y a des élus qui se réclament du socialisme démocratique qui rentrent, et Bernie Sanders avant quand même, mais qui rentrent au Congrès des États-Unis. Et puis Joe Biden est élu, re-radicalisation de Trump avec ce qui nous donne à Trump 2, qui n'est pas du tout la même chose que Trump 1, même du point de vue à la fois de la pratique du pouvoir, du point de vue idéologique. Et puis là on est dans une phase où on commence à voir, ça c'est peut-être partie des pistes que je vais ouvrir, mais je ne vais pas refermer parce qu'elles sont en train de... À mon sens, il ne peut pas y avoir d'élection de Zoran Mamdani à New York, même si c'est New York, même si tout le monde dit que New York c'est pas le reste des États-Unis et compagnie, mais ça aussi on y reviendra. Il n'y a pas de Zoran Mamdani possible s'il n'y a pas eu de Trump. Voyez. Zoran Mamdani est aussi l'illustration, le symptôme de la polarisation et d'une radicalisation d'une grande partie des électeurs démocrates. Voilà. Et donc cette polarisation, je la mets là pour commencer, parce qu'en fait elle permet de comprendre comment dans un pays, parce qu'on me pose souvent la question, on peut avoir Donald Trump président, et on peut avoir Zoran Mamdani, maire de New York, et on peut avoir Alexandria Ocasio-Cortez, qui n'est pas candidate à l'élection présidentielle de 2024, mais que tous les sondeurs testent, et qui immanquablement arrive dans le trio de tête alors qu'elle n'est pas candidate. Vous voyez ? C'est ce qui permet de comprendre, pour ça que je vous livre ça, la complexité de la réalité politique états-unienne, et que ça n'est pas un jour les Américains se lèvent en disant bah, tiens, on va voter pour un vieux blanc fasciste, et le lendemain, ah bah non, c'est peut-être mieux de voter pour les musulmans socialistes. Vous voyez, c'est qu'on a deux Amériques face à face, donc vous, le thème de notre rencontre, que j'avais choisi un peu pour ça. On a un peu hésité, et puis j'étais à Nantes il y a 2 mois, on avait fait plutôt sur Trump, impérator contre l'Amérique. Et là, je pensais que c'était mieux de faire 2 Amériques face à face. Bon, même si globalement, je lui représentais la même chose que je vous présente. C'était juste l'emballage qui différait. Voilà. Ça, c'est le premier cadrage, les 3 cycles. Deuxième cadrage, polarisation, inégalité. Troisième cadrage, on rentre dans plus la vie politique en parent. Voilà. Donc on va repartir de ce dont tu parlais tout à l'heure, l'élection présidentielle. Alors, on va commencer par quoi? Ouais. On va mettre ça là, puis je vous expliquerai après. Trump a gagné en 2024 au suffrage universel. En 2016, vous vous souvenez qu'il n'avait pas remporté, il avait 3 millions de voix de retard sur Hillary Clinton. Là, il a remporté. Donc il y a une victoire nette. Il a 2 300 000 voix d'avance sur Kamala Harris. Pas de discussion possible. Les républicains disposent d'une majorité à la Chambre des représentants, fragile de quelques sièges, mais d'une majorité, et au Sénat. Ce sont les 2 chambres. 53 sénateurs. Voilà. C'est une victoire qui est nette et que je ne vais pas discuter. Simplement, je vais commencer à vous donner quelques éléments de repères qui vont vous permettre de situer cette victoire. Alors la première, si on prend par rapport au nombre d'inscrits. Moi, je commence avant toujours quand je lis un résultat électoral, je ne me satisfais jamais des pourcentages, parce que ça ne veut rien dire les pourcentages. Il faut aller voir le nombre brut et le rapport au nombre d'inscrits. Donc si on prend les élections aux États-Unis depuis 15-20 ans, sachant qu'il y a aussi un cliché qui a la vie dure sur les États-Unis, c'est que les Américains ne votent pas. Vous l'avez entendu, aux États-Unis on ne vote pas. C'était vrai dans les années 80, 90, surtout 90. Période de consensus, paradoxalement on ne votait pas. Je ne sais pas si c'est un paradoxe d'ailleurs.
on revote depuis qu'il y a polarisation. Voilà. Et donc on est sur des taux de participation, les Américains ne comptent pas tout à fait comme nous. Nous c'est sur les inscrits, eux c'est non pas sur les inscrits, mais c'est sur la population qui est en âge de voter. Donc y compris ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est pas tout à fait pareil. Mais ceci dit, si on prend 2 présidentielles, il y a maintenant un différentiel de participation que j'estime à 5 points. Les États-Unis votent 5 points de moins que les Français. C'est-à-dire qu'on est, et sur des législatives c'est pareil, c'est à peu près 5 points. Donc on est à un niveau de participation électorale qui est d'abord qui est en tendance, qui augmente depuis 20 ans, et qui est proche de participation en France. Donc si on prend ces rapports à la population en âge de voter, le mieux élu depuis 20 ans, c'est Joe Biden en 2020. 33,5% des États-Unis en âge de voter ont voté Biden. Le deuxième, c'est Barack Obama en 2008. Et le troisième, c'est Donald Trump en 2024. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on reprend 2024. Vous connaissez le système du collège électoral aux États-Unis. La raison pour laquelle Donald Trump l'avait emporté en 2016, en fait il l'a emporté parce qu'il y avait 80 000 voix d'avance dans 3 États, du Midwest, un stade de football américain ou de football tout court. Cette fois-ci, sa victoire tient à 230 000 voix dans le Midwest. Toujours les mêmes 3 États, mais dans l'autre sens. Donc 2,3 millions de voix d'avance, mais de 230 000 voix. Et puis surtout, ça c'est comme les stabilos, je vais mettre un gros coup de stabilo sur ce que je vais dire. Pour moi, la victoire de Donald Trump est plus la défaite de Kamala Harris que la victoire de Donald Trump. Et que donc 2,3 millions de voix d'avance pour Donald Trump, Kamala Harris a perdu. Je vais prendre les 3 États, les principaux, les 3 États démocrates les plus importants. Californie, New York, Illinois. Elle a perdu 1,9 million de voix en Californie par rapport à Joe Biden, Kamala Harris, 600 000 dans l'État de New York et 400 000 en Illinois. Total 2,9 millions. 2,9 millions, 2,3 millions. Et même si on zoome encore un peu plus près sur les villes, les métropoles, elle a perdu 600 000 voix à Los Angeles, 570 000 à New York et 300 000 à Chicago. Soit 1,8 million sur 3 métropoles. 75% des voix qu'elle a perdues. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le cœur de l'électorat démocrate, dans les États qui n'étaient pas en jeu, c'est-à-dire dans les États qui n'étaient pas des swing states, ce qui est le cas de ceux que je viens de citer, se sont dit, pour aller vite, et donc saouler les démocrates, j'en ai marre de vous, je n'irai pas voter. Donc, et ça s'est ressenti particulièrement chez les Africains-Américains. Kamala Harris a perdu 3 millions de voix, Joe Biden avait obtenu 15 millions de voix d'Africains-Américains en 2020, elle a obtenu 12 millions. 3 millions de moins, c'est énorme. Du point de vue des États-Unis, la sociologie électorale, c'est absolument énorme. Et elle les perd à Chicago, à New York. Et des électeurs démocrates fidèles qui sont désaffectés et qui critiquent et qui se réfugient dans l'abstention, parce qu'autrement l'alternative, ce serait de voter pour Donald Trump. Il y a une infime minorité qui est allée voter pour Donald Trump. Le reste, c'est des jeux de l'abstention. Et c'est le but de ce... Alors, je retrouve là. Donc 2020-2024, en fait, pour faire simple, ça montre les transferts de voix entre 2 élections et entre les électeurs. Ce qu'on constate, c'est que, vous voyez, les Biden, ce que perd le candidat démocrate en faveur de Trump, c'est ici donc, c'est infime. En revanche, ce qu'il perd dans l'abstention, vous voyez, voilà. Là, on est sur les Africains de Milwaukee dans le Wisconsin, on est sur les Latinos de Los Angeles, voilà, l'électorat naturel du parti. Et de la même manière, le passage de Trump à un vote démocrate, c'est infime aussi. Vous voyez ce flux-là?
C'est-à-dire, mais c'est classique. Enfin, on vient de le voir avant, la polarisation, les deux blocs. Ce sont deux blocs, mais qui sont en plus imperméables l'un à l'autre, ou très peu. Il y a dans le New York Times, ça m'avait fait rire, il y a une interview d'un sondeur, et le journaliste lui pose une question sur ça s'appelle les swing voters, c'est ces électeurs indécis qui passent de l'un à l'autre. Est-ce que le journaliste lui dit est-ce qu'on peut en parler? Il dit ouais, et il dit si vous voulez, je peux vous donner leur nom aussi parce qu'on les connaît. Il y en a tellement plus ou peu, alors il y en a encore un peu, ce qui peut faire basculer une élection. Hein. Mais que donc ces deux blocs, la question est de mobiliser ces deux blocs et de les mobiliser, hein, ce que Trump a fait, et ce que Kamala Harris n'a pas fait, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'abstention ici que de Trump 2020 à 2024. Et parmi ceux qui n'avaient pas voté, alors parmi ceux qui n'avaient pas voté, ça veut dire deux choses. Ça veut dire les abstentionnistes et ça veut dire les nouveaux électeurs. Parce que on oublie trop souvent, ça c'est une des leçons aussi de mon travail aux États-Unis, parce que je me suis trompé plein de fois, et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi je m'étais trompé, et finalement un jour je découvre que peut-être j'ai un truc qui me permettra de ne pas me tromper. Non, c'est la question du renouvellement des générations et du renouvellement des électorats. Et donc d'une élection à l'autre, aux États-Unis, il y a des millions d'électeurs supplémentaires, ce sont ces jeunes qui deviennent citoyens. Et donc on a les deux là-dedans. Hein. Et on voit que globalement, c'est à peu près équivalent. Mais donc l'élection s'est faite principalement ici. Sur ces électeurs démocrates Biden de 2020 qui ne sont pas allés voter pour la candidate démocrate. Donc, ça répond à une première question qui est, moi qu'on m'a posée après l'élection 2024, est-ce que le pays a basculé dans le Trumpisme? Ma réponse est non. Parce que d'abord, quand on parle de pays, avant toute chose, je pense à l'électorat, à la population. Je peux avoir un niveau de réponse différent quand on vient aux partis politiques ou aux institutions. Est-ce que les institutions sont trumpisées? C'est déjà, j'aurais un type de réponse un peu différent de la réponse que je viens de faire sur l'électorat. En tout cas, non, les États-Unis, Donald Trump est élu, pour les raisons, c'est incontestable. Il est majoritaire en voix. Je pense que désormais il est minoritaire, ça c'est un autre sujet. Pour autant, l'Amérique n'est pas trumpisée. L'Amérique ne s'est pas livrée. L'Amérique n'est pas en pleine dérive droitière, ou alors, s'il faut le dire, c'est que l'Amérique est à la fois en pleine dérive droitière et à la fois en pleine dérive. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent symétrique, mais on en revient à notre polarisation, c'est-à-dire une Amérique qui vire à droite et une Amérique qui vire à gauche. Avec, pour ce qui est simplement de l'histoire, je tourne le dos depuis tout à l'heure, je suis désolé. Ce qu'a réussi à faire Donald Trump en 2024, c'est qu'il a réussi à agréger autour de son socle, hein, ici, voilà, globalement qui est resté le même, hein, avec un peu d'abstention, mais pas plus. Il a réussi à agréger beaucoup de nouveaux électeurs. Traditionnellement, les nouveaux électeurs, enfin les jeunes, ça vote depuis 15-20 ans autour de 60-65% pour les démocrates. Là, la part de Donald Trump parmi ces électorats est supérieure, et il a réussi à agréger des électeurs qui sont très distants de la politique, que ce soit des abstentionnistes ou des jeunes, principalement des hommes, et principalement des hommes blancs ou latinos, pas africains-américains, qui eux sont réfugiés dans l'abstention. Et il a mobilisé cet électorat sur une promesse, celle de l'économie. Ça va aller mieux quand il n'y aura plus d'inflation, il n'y aura plus... Bon, voilà le résultat un an et demi après. Ce qui explique le décrochage de Donald Trump dans les sondages. Je ne sais pas si vous suivez un peu... C'est le président, à ce stade d'un mandat, c'est le président
le plus impopulaire depuis qu'on mesure la popularité voilà, d'une. Et puis surtout, bon, on me dirait les sondages d'opinion, les enquêtes d'opinion, on s'en fout un peu de popularité, ce qui est vrai, c'est demeurant. Après, il y a des élections. Et les élections, systématiquement, les républicains les perdent. Ils ont perdu des sièges dans des bastions comme au Texas, district local qui avait voté pour Trump avec 15 points d'avance, qui a basculé du côté des démocrates. C'était j'oublie le nom du candidat démocrate, qui est également ouvrier à l'usine aéronautique à côté, qui est responsable syndical. Donc partout. Alors ils ont perdu la Virginie, qui est plutôt démocrate, le gouvernorat, le New Jersey, mais ils perdent y compris dans leur bastion. Et donc il y a une sanction électorale qui déjà est en train de se faire ressentir à travers les élections partielles ou intermédiaires. Aux États-Unis, on vote un peu tout le temps, un peu dans le désordre, il n'y a pas de système national. Vous voyez ? Et donc, principalement, par désaffection de cette frange-là qui était venue sur Donald Trump en croyant, a priori de bonne foi, c'est pas un électorat qui est très idéologique, hein. Je vous dis, c'est un électorat qui est plutôt distant de la chose politique, on pourrait dire dépolitisé, bon, et qui s'est rendu compte qu'il s'était fait berner. Et bon, typiquement, l'archétype de ça, c'est le jeune salarié latino de 25-30 ans, qui dit, je pensais que ça serait bon pour mon salaire, il y aurait moins d'inflation, c'est un chef d'entreprise, c'est un milliardaire, il a su faire ses affaires, ça va être bon pour nous. Et puis bon, il a eu un discours un peu aussi, Donald Trump a eu beaucoup un discours masculiniste. Ça a pu aussi parler à une frange de jeunes hommes qui, sans être masculinistes, a un côté un peu, oui, la fierté d'être un homme, il faut que j'amène enfin, j'en ai rencontré plein aux États-Unis comme ça, qui n'étaient pas des Trumpistes avérés, mais qui sont laissés séduire par les sirènes de Trumpistes, à la fois du masculinisme et de la meilleure santé économique. On voit, maintenant on en est à 13 mois après le retour de Donald Trump, on voit l'état de catastrophe économique, on est au bord de la récession, l'inflation est en pleine explosion. Voilà. Et peut-être pour continuer, je ne sais plus où j'en suis moi en termes de temps. Ça va dans les temps? Oui, d'accord, ok. Non, j'ai encore plein de choses à dire, c'est pas ça. Je suis qu'à la deuxième figurine de mon PowerPoint là, qui en contient 48. Non, un peu moins. Oui, je termine là-dessus sur Trump, en fait, avant de reparler des États-Unis. Trump est arrivé beaucoup mieux préparé en 2024 qu'en 2016. En fait, en 2016, il ne s'attendait absolument pas à être élu. On le sait, il pensait qu'il allait perdre. Donc ses équipes n'étaient absolument pas prêtes. C'est un peu 2024, beaucoup plus prêt. Il a préparé ça avec un groupe de réflexion qui s'appelle Heritage Foundation. Il avait toutes les postes étaient bien remplis, prévus. Bon. Après, il y a beaucoup mieux préparé. Après, il y a Trump lui-même. Bon, voilà, on peut avoir autant de questions que d'avis psychanalytiques sur le personnage. Mais j'évite. En fait, c'est une tentation quotidienne de faire un peu le psy de comptoir. J'aime bien faire avec mes copains en disant des trucs sur Trump. Mais j'évite parce que je pense que ça ne nous aide pas à comprendre ce qui se passe politiquement. Et ce qui se passe politiquement, au-delà de tout, de Trump, il y a quand même une cohérence idéologique de ce qu'on appelle le Trumpisme, qu'on peut appeler le Trumpisme, que j'appelle le Trumpisme, qui correspond à quelque chose de précis dans l'histoire du Parti républicain. C'est, je reviens sur la fin de mes 3 cycles de tout à l'heure. Et globalement, on peut dire que j'aime pas les globalisations, mais bon, disons, les Américains sont conscients de la fin de ces 3 cycles. On voit bien que leur pays est en train de changer démographiquement, on voit bien que la place des États-Unis dans le monde est en train de changer, il voit bien que le rêve américain c'est plus que c'était dans les années 50. Les années 50, vous sortiez du lycée, vous rentriez à l'usine automobile à côté de chez vous,
fédéral qui était syndiqué, vous étiez mieux payé, vous aviez une petite maison, la voiture, le système de santé donné par l'entreprise, il n'y avait pas de système de santé national, et vous pouviez envoyer vos enfants à l'université pour qu'ils deviennent agents immobiliers, grand rêve américain, ou avocats, deuxième grand rêve américain. C'est ça le rêve américain, et c'était possible. Là, évidemment, il n'y a plus rien de tel dans l'Amérique ultra inégalitaire des années 2020-25. Et donc ils ont conscience de ça et Trump apporte des réponses politiques à ça. Donc à la diversification démographique, en gros on estime que, bon alors les statistiques états-uniennes en la matière sont à manier avec beaucoup de précautions, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais d'ici une génération, en fait en 2045, une majorité d'habitants des États-Unis seront ce qu'ils appellent des non-blancs. Il y a blanc, non-blanc, hein, c'est une catégorisation de blanc, non-blanc. Voilà. Seront des non-blancs. Le truc est totalement vicié parce que quelqu'un qui a un père, je prends souvent l'exemple de l'ancien maire de New York, Bill de Blasio, qui était italo-américain, sa femme était caribéenne et leur fils s'appelle Dante de Blasio. Et il est classé dans les catégorisations comme non-blanc. Or, il porte à la fois la culture caribéenne du côté de sa mère, mais la culture italo-américaine du côté de son père. Donc, il est aussi blanc. Il est blanc et non blanc. Mais les statistiques américaines, mais ça renvoie à l'histoire de l'esclavage et du rapport racial. C'est la fameuse loi sur la goutte de sang. Si vous aviez un de vos 8 arrière-grands-parents qui portait une goutte de sang, arrière-arrière-grands-parents portaient une goutte de sang, noir, vous étiez considéré comme noir. C'est la règle de la règle de sang. Et donc en fait, aux États-Unis, c'est toujours ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment Dante de Blasio, mais d'autres, une nouvelle génération, disent nous sommes et. Nous sommes et blancs et non blancs, et avec beaucoup plus de mariages, on a dit mixte, mais j'aime pas le mot, enfin bon, exogame, il y a beaucoup plus de mariages entre personnes de communautés, encore une fois avec les guillemets différentes, et donc beaucoup plus de mariages mixtes et d'enfants qui sont... Et donc on voit monter dans les statistiques du recensement des jeunes, principalement, qui ne cochent plus blanc-noir, qui cochent autres, ou plusieurs origines, ou multi-origines et compagnie. Et donc, je reviens à ma diversification démographique, donc, qui est en cours. La réponse de Donald Trump, c'est refaire l'Amérique blanche. Voilà, maintenant, c'est même plus des arguments, des arguments qu'on appelle aux États-Unis de dog whistle. C'est des appos les sifflets pour chiens que seuls les chiens entendent. Hein. C'est dog whistle politique, c'est quand vous utilisez un argument, en général raciste, hein, qui n'est pas ouvertement raciste, mais où tout le monde comprend, les racistes comprennent que c'est raciste. Donc Trump, on n'est même plus là-dedans. Trump, on est ouvertement dans, il le dit, on ne veut plus de ces immigrés qui viennent de pays de la merde, on ne peut pas nous amener des blancs, donc il va chercher des afrikaners en Afrique du Sud parce qu'il dit c'est bien pour nous, c'est du blanc. Voilà. Donc ça c'est la réponse de Donald Trump. Au deuxième cycle du monde post-occidental qui s'ouvre, à la complexification du monde, pour le dire ainsi, qu'est-ce qu'il répond? Il répond depuis 12 mois, ce qui n'était pas le cas par une sorte de nouvel impérialisme. Et d'ailleurs qu'il avait revendiqué dès son discours d'investiture, en le plaçant sous les auspices du président McKinley, qui avait été le président avant Theodore Roosevelt, qui avait imprimé le virage impérialiste des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Donc il l'avait annoncé. Et je le disais tout à l'heure, à la fin du rêve américain, et donc à ce blocage social, il répond par la désignation d'ennemis intérieurs, le latino qui vient prendre votre boulot, donc on fait la chasse aux migrants, vous avez subi ça, et extérieur, pareil, c'est le chinois qui a pris aussi votre boulot à travers ces lignes. Donc il apporte des réponses, j'allais dire cohérentes, de son point de vue à lui, à des choses que les Américains, une partie des Américains, ressentent profondément. Voilà. Donc j'ai fini sur Trump, on pourra après revenir sur il y aura sûrement plein de questions
sur lui. Quand même, il y a une petite chose qui a changé, je trouve, entre donc à Nantes, j'y étais mi-janvier, et donc ça fait 2 mois. Et mi-janvier, j'étais en train d'écrire pour l'UMA l'ouverture du journal sur 1 an de Trump. Les anniversaires, bon, ça me fait chier, mais bon, tu comprends. Les 1 an, les 10 ans. Bon, c'est le moment de faire le point et de dire des choses. Et là, en gros, l'idée, c'était de dire Trump tout-puissant. J'interviewe un chercheur qui dit Trump tout-puissant. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette thèse déjà. J'essaie de complexifier un peu dans mon papier en disant que quand même des formes de résistance, que l'élection de Zohran Mamdani, ça ne concerne pas que New York. Et puis il y a des choses qui se sont accélérées, je trouve, depuis 2 mois. Parce que, donc on a ce débat aussi, il faut que vous le sachiez, on parlait tout à l'heure de l'humanité, on a des débats en interne à l'humanité, au service international, et avec l'ensemble de la rédaction. Et j'ai eu plusieurs débats avec des collègues ou des chefs, disant que je fémisais un peu ce qui se passait. On avait ce débat, c'est normal d'avoir un débat de nature éditoriale et politique. Alors je ne vous raconte pas ça pour vous dire que j'avais raison et que j'ai toujours raison avant tout le monde, c'est pas vrai. Je me suis planté parce que je n'ai pas vu Barack Obama arriver. Un monde honorable. C'est ce qui s'est passé depuis 2 mois. L'auto-organisation des habitants de Minneapolis a chassé l'ICE. Parce que c'est ça qui s'est passé. Il ne faut pas dire, ils ont tué, oui, ils ont tué, l'ICE a tué 2 citoyens américains, 2 blancs. Ça serait sûrement passé un peu différemment si ça avait été 2 latinos ou 2 noirs qui traînaient par là. Mais ils sont partis parce que dans les rues de Minneapolis, quartier par quartier, les habitants se sont organisés, ont créé des applications, des fils, des boucles WhatsApp, et dès qu'ils voyaient arriver l'ICE, c'était de l'auto-organisation, appuyée par la mairie ou le comté ou le gouverneur. Ils se sont organisés sur le terrain. Et donc, Minneapolis, Trump a perdu la bataille de la chasse aux migrants à Minneapolis. Il a dû retirer la garde nationale, qui est une partie de l'armée, c'est l'armée de réserve, de Los Angeles, Californie, Portland, Oregon et Chicago, Illinois, où qu'il avait envoyé 3 villes démocrates, évidemment, au nom d'une criminalité rampante. On ne retrouve pas dans les statistiques des États-Unis. On n'a jamais eu des taux de criminalité aussi faibles depuis les années 60-70. Mais pour, à mon sens, d'abord continuer à faire pression sur les villes démocrates et peut-être éventuellement préparer un scénario aux élections de mi-mandat où ils mobilisent pour X raison la garde nationale. La garde nationale a dû le retirer. Les droits de douane ont été retoqués par la Cour suprême, pas tous les jours que la Cour suprême donne tort à Donald Trump. Donc aujourd'hui, bon, et après il y a la politique étrangère, mais ça je pense qu'on va garder ce morceau pour l'échange, si vous aurez des questions là-dessus. Donc l'agenda de Donald Trump est battu en brèche par la réalité. Hein. C'est Lacan qui disait le réel c'est quand on se cogne. Il est en train de se cogner sévère. C'est-à-dire que là où il y a 2 mois il pouvait dire non, mais moi je tiens mes promesses de campagne, la plus grande opération de déportation, d'expulsion de l'histoire, contre la criminalité j'envoie la garde nationale, l'Amérique va redevenir grande grâce à moi, grâce aux tarifs, aux droits de douane. Tout ça a volé en éclats en 2 mois. Il est impopulaire, toutes les décisions qu'il prend sont impopulaires, et tous ces candidats, partout où ils se présentent, sont battus. Voilà, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous prédire quelle sera la réalité de l'élection du mandat. Ça se présente mal quand même pour lui. Donc ça c'est sur Trump, la situation politique. Je vous refais... il reste combien de temps à peu près? Combien de temps que j'ai commencé? 40. T'as 50 minutes là. Je suis à 50 minutes? Oui, oui. D'accord. Ok. Je bois un petit coup d'eau. Bon. J'enchaîne peut-être juste sur le pays, parce qu'on parle de Trump, c'est intéressant, mais le pays c'est aussi intéressant. Et sur le rapport, en fait, quand j'ai commencé à bosser sur les États-Unis, je me suis heurté assez rapidement à un certain nombre de... je fais une blague là-dessus, du coup je suis un peu intimidé comme c'est sous caméra. Si j'étais docteur en physique nucléaire, dans les apéros en famille, personne ne viendrait me faire chier, personne ne comprend rien.
Mais les États-Unis, tout le monde a un avis là-dessus, tout le monde sait, mieux que moi, hein, de cette manière, voilà. Donc je dis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'abord écouter dans un premier temps. Mais non, mais les États-Unis c'est ceci, les États-Unis c'est cela. Et donc c'est vraiment un pays qui charrie plein de stéréotypes et de clichés. Et donc une partie de mon boulot comme journaliste, et parfois quand je donne des cours aussi, ce que j'aime beaucoup faire, commence par là, commence par déconstruire un peu tous les clichés. Alors, on va commencer par la carte électorale. Vous voyez, ça c'est la carte de 2024, donc Trump contre Harris, et donc en rouge les États républicains emportés par Donald Trump. Ne me demandez pas pourquoi la couleur du Parti républicain c'est le rouge et le bleu celui du Parti démocrate, c'est-à-dire c'est l'inverse du code couleur de l'Europe. Donc voilà, donc ça vous avez la carte telle qu'on la connaît, qui donne la thèse que les démocrates dominent sur les côtes, peut-être vous l'avez déjà entendu ça, hein, où vivent les élites, et que le pays de l'intérieur, globalement, celui qu'on appelle le flyover country, c'est-à-dire le pays qu'on traverse simplement en avion, vote républicain. Ça, je l'entends un nombre de fois, mais incalculable. Ok. On va prendre un État... On prend la Floride. On prend la... Ben non, j'ai pas pris la Floride, j'ai pris la Pennsylvanie et j'ai pris le Texas, c'est-à-dire qu'un État qui est plutôt démocrate, même s'il a voté Trump, et un État qui est républicain. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc ça, c'est un État... Tout le monde va, c'est bon? Ouais. Ça, la Pennsylvanie, c'est un État qui vote 50-50. Hein. D'accord. Et en bleu, donc c'est les comtés qui ont voté démocrate. Ici, c'est un État qui a voté républicain. Voilà. Alors d'abord, deux petites leçons. On verra après. Ce ne sont pas les territoires qui votent. Quand on vous montre une carte, ce ne sont pas les territoires qui votent. Ce n'est pas parce que on vous montre une carte comme ça que ça veut dire quelque chose sur la population et l'électorat. Parce que ça, vous voyez ici, là, ici, il y a autant d'habitants là que dans le comté de Los Angeles. 10 millions d'habitants. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas se laisser prendre à ces pièges. Et après, en Pennsylvanie, on retrouve les bleus. C'est quoi? Ici, c'est Philadelphie, et c'est banlieue. Là, c'est Pittsburgh. Là, c'est la capitale, Harrisburg. Et là, c'est Erie. C'est-à-dire que les 5 plus grandes villes, les 5 comtés les plus urbains, votent démocrate, et le reste vote républicain. Et ici, la même chose. C'est quoi ça? Dallas, San Antonio, Austin, Houston. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de vous... Je ne sais pas si on essaye de le vendre, mais en tout cas c'est de la paresse, en disant il y a un pays, il y a un centre, il y a une périphérie, ça se rejoue à chaque étape des États. Donc ça se rejoue à l'échelle de la Pennsylvanie. Et si on prend ce petit comté ici, qui est le comté d'Erie, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps entre 2024 et 2024, j'ai passé 3 mois au total en 2 fois à Erie, parce que j'avais choisi d'aller en Pennsylvanie, qui était un État bascule, et dans ce comté, qui est un comté bascule, qui est juste à côté du lac Erie, comme son nom l'indique, où il y a une usine de locomotives, l'une des plus vieilles aux États-Unis. Et quand on regarde, si on zoome encore, on aura de nouveau une différenciation entre le centre, ici, de la ville, d'Erie, qui est très démocrate, et autour, la campagne, qui est très républicaine. Et je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas les territoires qui votent, ce sont les gens. Donc là déjà c'est une carte qui est ramenée à l'échelle de la population. Donc on voit que, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, non c'est ici, pardon, entre là le rouge massif, hein, vous avez l'impression, et encore si on prend la carte des comtés, il y a 2800 comtés aux États-Unis, 2300 ont voté Trump, 500 ont voté Hillary Clinton. Ah oui, mais c'est une marée rouge, c'est une vague rouge. Non, je me trompe de sens. Ben là déjà, c'est moins une vague rouge, ça a ramené la population, donc évidemment la Californie avec ses 40 millions d'habitants compte un peu plus que Montana, Wyoming et compagnie, ça apparaît déjà un peu plus équilibré. Et après, si on va encore, si on descend, c'est encore une carte qui est imparfaite parce qu'on reste quand même au niveau des territoires.
la population au niveau des territoires. Et donc globalement, comme si le Texas était un bloc, la Floride était un bloc. Et donc si on descend encore une fois, j'adore cette carte, vous voyez, ça c'est la carte de référence des comtés, ce que je vous expliquais, c'est la carte, et c'est vrai que tous ces comtés-là ont voté républicain. Ce comté peut-être, ici, on est dans l'Oklahoma, il y a peut-être 3000 habitants, voté républicain. Ici, on est dans le comté, l'un des comtés de New York, où il y a 2 millions d'habitants, et ça compte pour un point. Ouais. Quand on ramène à la population, là on voit très bien en fait le vote démocrate qui domine dans les métropoles. Là on voit les noms, hein, Dallas, Houston, Denver, Los Angeles, Détroit, Chicago, voilà. Et en partie dans le périurbain, mais surtout dans le rural, c'est-à-dire dans les interstices entre les grandes métropoles, c'est le parti républicain qui l'emporte. Voilà. Je trouve que cette carte, elle donne déjà un peu plus de complexité à la sociologie et la géographie électorale aux États-Unis. Et on peut encore pousser un peu plus loin, je crois que je termine quasiment là-dessus, sur toujours cette histoire de comté là. C'est pareil, on m'a dit, mais tu te rends compte, 2300 comtés qui ont voté pour les républicains et 500 pour les démocrates. Oui, d'accord, ok. Ça c'est la population. On peut prendre une autre carte que j'aime beaucoup aussi. C'est la carte des États-Unis avec le produit intérieur brut découpé en deux moitiés. Donc tout ce qui est en rouge produit la moitié, tout ce qui est en bleu produit l'autre moitié. Vous voyez le truc? C'est quoi ici? Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, les grandes métropoles. Voilà. Donc les comtés qui ont voté républicain, pour faire simple, sont des comtés où il y a peu d'habitants, où on ne produit pas de richesse. J'ai rien contre eux, hein, c'est simplement c'est une réalité. Non, parce que quitte à manier des cartes, on peut manier plein de cartes, on peut les opposer, les superposer, et après on les interprète comme on a envie de les interpréter. Mais bon, si vous dit aussi des choses sur la territorialisation des inégalités économiques et sociales. Vous vous rendez compte? 50% du PIB qui est en gros dans 12-15 métropoles, pas plus, vu la moitié. Et voilà, j'arrête avec les cartes, on va passer à des graphiques. Pour conclure, j'avais commencé sur, je vais essayer de vous donner le cadre général. Comment dans un pays on peut avoir Trump et on peut avoir Mamdani en même temps. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'élection à New York, il y a un très bon livre qui vient de sortir d'un universitaire français qui vit aux États-Unis, qui est une de mes sources régulières, Tristan Cabello, s'appelle New York, un laboratoire pour les États-Unis, où il défend la thèse, que je suis d'accord avec lui, que New York, c'est pas simplement une victoire à New York. New York serait une sorte de réalité totalement déconnectée du reste des États-Unis en vase clos, et il n'y aurait absolument aucun impact sur le reste. Je suis totalement d'accord avec sa thèse, on en discute régulièrement. La preuve, c'est qu'on peut parler de New York, évidemment, c'est normal, c'est la grande ville, c'est un candidat de 33 ans qui se réclame du socialisme démocratique, qui est musulman, qui est charismatique, mais quelques semaines après, de l'autre bout du pays, à Seattle, donc qui est quand même à Seattle, on a les quartiers généraux de Boeing, Starbucks, et encore un troisième, je crois, Microsoft, Bill Gates. Une socialiste a été élue à la mairie contre un démocrate, bon teint, libéral, dont on parlait tout à l'heure. Maire sortant, la socialiste s'est prononcée contre lui, elle a battu de quelques centaines de voix, mais la maire de Seattle est une socialiste, comme Zoran Mamdani. Dans le centre d'Atlanta, il y a une conseillère municipale qui elle aussi se réclame du socialisme. Une jeune femme, elle doit avoir une trentaine d'années. Récemment, dans une primaire, vous savez, aux États-Unis, il y a des partis qui ne sont pas du tout organisés comme des partis en France, donc il n'y a pas de congrès pour décider de la ligne politique. Le congrès, c'est la primaire. Donc c'est aux primaires que les électeurs se positionnent en fonction de l'aile gauche ou de candidats centristes. Là, on a commencé les primaires il y a une semaine au Texas, et ça va continuer jusqu'au début septembre.
va s'étaler, plein de primaires passionnantes. En gros, chez les démocrates, c'est vraiment le bras de fer entre les gauches et l'establishment ou les centristes. Et dans le New Jersey, c'est l'ancienne directrice de la campagne de Bernie Sanders en 2020, Annalia Meria, qui l'a emporté face au candidat démocrate favori sortant de l'establishment. Elle aussi, elle se réclame du socialisme démocratique, elle est pour le Medicare for All, elle dénonce le génocide à Gaza, enfin, c'est un peu le playbook de Zoran Mamdani. Et ça se réplique un peu partout. Et je termine là-dessus sur Zoran Mamdani. Ça, c'est la primaire démocrate de 2021. Et ça, c'est la participation, non pas en pourcentage, mais en volume, par tranche d'âge. Voilà. C'est un truc classique en sociologie électorale. Les plus de 50 ans votent plus que les moins de 50 ans. Vous connaissez ça? Partout. Voilà. Qu'a fait Zoran Mamdani? Il a réussi à inverser la pyramide des âges, de la mobilisation. Voilà. Et non seulement il l'a inversé, parce que vous voyez que ceux qui ont le plus voté, c'est ici entre les 25 et 40 ans. Mais à des niveaux, on est passé ici de 50 000 à 100 000. On a doublé la participation. C'est l'élection au plus fort taux de participation à New York depuis les années 60. Donc, forte mobilisation, polarisation par le programme. Zoran Mamdani n'a rien retiré de son programme et de ses propositions. Il a été poussé, dans ses retranchements, il a continué à dire que ce qui se passait à Gaza, c'était un génocide. Absolument pas rabattu. Et il a réussi à faire basculer et la primaire et l'élection générale en amenant dans le processus électoral les nouvelles générations. Alors, ce que n'avait pas tout à fait réussi à faire Bernie Sanders en 2016 et 2020, pas suffisamment pour pouvoir permettre de battre et Hillary Clinton et Joe Biden en 2020, parce qu'on restait sur une structure de participation où les plus de 50 ans étaient les plus actifs. Donc là, il a renversé la table en renversant la pyramide des âges, et ça donne évidemment tout ça un cap et une façon de faire pour plein d'autres candidats, je l'ai dit, avec ceux que j'ai cités là, à Seattle, à Atlanta, dans le New Jersey, puis il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Vous verrez peut-être au fur et à mesure, même déjà au Texas, la victoire lors de la primaire démocrate. Il n'est pas socialiste, James Talarico. Il ne se déclare pas socialiste, mais il a gagné la primaire pour celui qui va représenter le Parti démocrate pour l'élection sénatoriale. Au Texas, peu de chance de l'emporter. Le Texas reste un État quand même très républicain, mais pour la première fois, il y a eu plus d'électeurs à la primaire démocrate qu'à la primaire républicaine. Et il a battu James Talarico sur un discours très anti-milliardaire, anti-establishment, anti-système. La favorite de l'establishment démocrate, que Kamala Harris avait soutenue, qui était une députée de Dallas, je crois, Jasmine Crockett. Et donc là, on a tous les ingrédients qui vont nous permettre de comprendre ce qui va se passer dans les primaires. Après, on verra les élections de mi-terme, mais aussi à plus long terme. C'est-à-dire l'élection 2028 et les primaires 2028. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on est déjà, d'une certaine façon, dans cette phase-là. Vous savez, aux États-Unis, on vote pour un président tous les 4 ans, pour un député tous les 2 ans. Donc en fait, le pays est en permanence en campagne électorale, tout le temps. Voilà. Et donc on a commencé à spéculer sur l'élection présidentielle de 2028, sur la primaire démocrate. Est-ce que Alexandria Ocasio-Cortez va y aller ou pas? Moi-même, j'ai fait un papier dans l'UMA il y a 2 semaines, 3 semaines, parce qu'elle s'est invitée, elle a été invitée, mais elle s'est invitée à la conférence de Munich, une grande conférence sur la sécurité nationale, parce qu'elle voulait dire des choses et se poser aussi comme ayant une candidate elle est que simple députée, elle a 35 ans, elle est simple députée. Mais donc elle est en train de construire politiquement quelque chose qui l'amènera à minima au Sénat des États-Unis, au maximum, sans doute, peut-être, je ne sais pas, s'il faut, à une candidature à la primaire démocrate en 2028. On verra la suite. Voilà, j'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Alors,
après cet exposé très documenté, ça a certainement amené à des questions. Et la première, vous avez la parole. Les raisons de la défaite de Kamala Harris. Attends. Parle au micro. Merci. Les raisons, en gros, de la défaite de Kamala Harris. Kamala Harris était la candidate du Parti démocrate. Ah, c'est bon, attends. Était la candidate du Parti démocrate. Le Parti démocrate décide tous les 4 ans de sa plateforme, de son programme. Et donc il y a un certain nombre de propositions qui étaient dans la plateforme du Parti démocrate, notamment l'augmentation du SMIC à 15 $, qui est une proposition des syndicats du Parti de New York en 2012, et qui est, ouais, j'ai oublié de le dire aussi dans le cadre de la complexité du pays, et qui aujourd'hui est la réalité d'un salarié américain sur 3, parce que par des référendums locaux, des référendums, ça a commencé à Seattle d'ailleurs, puis des référendums d'État, aujourd'hui c'est la règle pour un tiers des salariés des États-Unis. Et donc c'est au programme du parti, c'est le double du SMIC fédéral. Hein. Voilà, pour vous situer un peu. C'est suffisant pour vivre un peu au-dessus du seuil de pauvreté quand on est au SMIC. Voilà. Et donc c'est le programme officiel du Parti démocrate. Dans toute la campagne, elle a été interrogée à plusieurs reprises si elle était en faveur de l'augmentation du SMIC. Donald Trump y est opposé, comme les républicains. À chaque fois, elle a dit oui. On lui a dit à quel niveau. Moi, ça ne me semble pas, comme on dit aux États-Unis, ils appellent ça rocket science. Il ne faut pas être ingénieur de fusée pour dire moi j'ai un programme qui est celui de mon parti, c'est à 15 $. Elle n'a jamais réussi à le dire. Au montant le plus élevé possible. On est d'accord, mais donc sur quoi tu fais campagne? Sur quoi tu fais campagne? Et elle est venue à. Je vous disais que j'ai passé beaucoup de temps à Aérier, que j'avais choisi un peu comme mon terrain. Elle est venue faire un meeting, j'ai écouté son discours et je suis sorti de là, j'ai fait un papier dans l'UMA. 2 jours après, je me suis dit, j'étais un peu sévère en disant, mais il n'y a rien, elle donne rien, il n'y a pas de substance de mobilisation. Parce que je reviens, il faut les mobiliser, les électeurs. Et on ne peut pas simplement les mobiliser contre Trump. Biden l'a fait en partie en 2020, parce que Biden est au pouvoir. Mais là, c'est les démocrates qui étaient au pouvoir. On ne peut pas simplement dire, il faut que vous alliez voter. Et pourtant, c'est ce qu'elle a fait, et pas elle, Barack Obama aussi. Il faut que vous alliez voter pour la démocratie, pour faire obstacle au retour de Donald Trump. Mais en termes de politique programmatique, rien. Donc pour moi, la défaite, pour répondre à votre question, la raison principale, c'est celle-là. Pas de substance, absolument aucune substance. Si ce n'est qu'elle a... À un moment, c'était comique d'ailleurs. Enfin, c'est assez fascinant en fait, quand vous êtes journaliste, de regarder ces machines. Campagne, $1 milliard. Elle a 1 milliard. Elle a une équipe de cadres de la communication politique, de l'organisation de terrain, du digital. Mais c'est une entreprise. Et les types se plantent totalement sur le type de campagne à faire. Mais totalement. C'est-à-dire qu'ils vont faire campagne. Leur truc, c'est de dire, on ne va pas mobiliser notre base. On va aller chercher les républicains modérés qui ont peur de Trump au nom de la démocratie pour les faire venir à nous. Donc on va les mobiliser. On ne va pas mobiliser cela, on va les mobiliser cela. Voilà. Et donc Kamala Harris a fait par exemple dans le Michigan, qui était un des États en bascule, État où à la fois très forte proportion d'ouvriers et très forte population arabe et musulmane à côté de Détroit, avec le problème de la guerre à Gaza, donc des amours, des aveux. Il y a besoin de remobiliser ces électeurs, qui sont des électeurs démocrates, hein, naturellement. Et donc elle n'est pas allée faire campagne auprès d'eux, mais elle est allée faire campagne avec Liz Cheney, qui est la fille de Dick Cheney, le vice-président de Bush, au moment de la guerre à Gaza, dans les banlieues, pour les convaincre, notamment les femmes, c'était les femmes républicaines modérées, d'aller voter pour Kamala Harris. Voilà, elle a perdu le Michigan, elle a perdu Détroit et Dearborn, enfin Dearborn principalement. Donc ils sont passés totalement à travers de leur... Et donc je relis les deux en fait.
pour aller convaincre, si vous pensez que votre cœur de cible, c'est le républicain modéré qui est là, quelque part, la femme de banlieue, Desperate Housewives, il faut aller chercher la Desperate Housewives, voilà. Donc vous n'allez pas lui parler du SMIC à 15 $, parce qu'elle, d'abord, elle s'en fout, c'est pas pour elle, et puis, c'est peut-être pour son jardinier, donc elle va le payer un peu plus cher, et puis, elle est un peu économiquement libérale quand même, elle n'est pas... Donc on mobilise, on ne parle pas du système de santé pour tous, on ne parle pas de la gratuité, enfin tous les thèmes de Bernie Sanders notamment, ou du programme démocrate. Donc on fait des choses vagues sur il faut sauver la démocratie, on est pour les droits des femmes, ce qui est juste d'ailleurs, c'est pas vague, mais comme ça, de manière éthérée, et puis quoi, et puis ah oui, ça va être son truc, c'est ça, c'est là où je voulais en venir avec mon MIA. À un moment, il y a les communicants qui ont dû lui dire, il faut que tu parles des small business, les petits business, les PME, ça marche bien. Et ça marche dans toutes les communautés, c'est un truc assez américain, enfin, disons assez américain. Et donc, à chaque fois qu'elle avait une question, c'était caricatural, elle avait ah oui, je suis en faveur des PME, c'est très bien les PME, ça donne de la vie à une communauté, machin, bidule, et un jour on le dit. Et les Africains-Américains, ils semblent un peu quand même distants avec votre campagne, bien que vous ayez en partie cet héritage aussi, comment vous l'expliquez. Oui, non, mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai un projet pour les PME d'Africains-Américains. Elle a fait ça avant de venir au meeting. Elle s'est arrêtée dans un magasin de disques qui était tenu par 2 Africains-Américains. Il y avait un truc un peu, une sorte de comment on appelle ça, truc local, une célébrité. Oui, mais enfin, on appelle d'un lieu qui est réputé localement. Bon, enfin, vous m'avez compris. C'était un peu bon, elle allait faire un tour, elle a parlé, les mecs ont dit qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle leur a dit que les petits business c'était bien. Voilà, donc bon, pour faire pas de substance. En fait. Oui, bonjour. Alors moi je vais vous poser une question donc, qui tient aux États-Unis, mais à la limite qui est plus large que les États-Unis, qui concerne toutes les démocraties représentatives fondées sur les élections. On a vu donc dans les premières diapos que vous avez projetées que bon, il y a un mythe qui veut que les élections, ça permet à la majorité d'accéder au pouvoir et ensuite d'exercer le pouvoir souverain. Ce qu'on voit en réalité, c'est que ce n'est pas la majorité qui accède au pouvoir, c'est la minorité la moins minoritaire. Et bon, le raisonnement que je fais, bon, je pense que je ne suis pas plus intelligent que n'importe qui, donc je pense que les gens le font aussi. Et résultat des courses, donc, les gens qui votent pas, finalement, ils s'aperçoivent que c'est pas la majorité, mais la minorité, la moins minoritaire qui accède au pouvoir. Donc, au lieu d'aller voter, ils vont de moins en moins voter parce qu'ils voient que le système, c'est une arnaque. Et finalement, au final, il n'y a plus que les gens les plus polarisés qui continuent à voter. Donc finalement, est-ce que ce système-là de démocratie fondée exclusivement sur les élections, démocratie représentative fondée exclusivement sur les élections, est-ce que c'est pas un ascenseur pour les fachos finalement? Et est-ce qu'il ne faudrait pas compléter ce système, alors je ne dis pas supprimer les élections, hein, surtout pas, mais compléter un système de démocratie représentative fondé exclusivement sur les élections par d'autres modes d'expression de la démocratie, notamment par exemple des systèmes mixtes avec des élections et des tirages au sort. Et est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des exemples de représentation démocratique qui ne sont pas fondés exclusivement sur les élections? Alors, il y a une partie de votre question qui dépasse mon magistère, si je puis dire, de réflexion générale sur l'élection. Ce que je peux vous dire du point de vue du questionnement que vous avez, c'est que alors je ne dirais pas tout à fait que ça conduit aux États-Unis à exclure ceux qui constatent que c'est la minorité, la moins minoritaire qui accède au pouvoir, parce que quand même on est plutôt dans un regain de participation, encore très loin de... En gros, on doit être à peu près à une élection présidentielle, on a 65% de participation. 65% de tous ceux qui sont en âge de voter. Alors en revanche, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'ils complètent ça. Alors c'est un système qui est injuste. D'abord, le système du collège électoral est injuste. C'est un filtre antidémocratique qui a été mis là par les pères fondateurs, parce que les pères fondateurs avaient peur, ils le disaient, hein, de la tyrannie de la majorité. Donc on va mettre des filtres. Le premier filtre, c'est le collège électoral. Le deuxième, c'est le Sénat, où tous les États, quelle que soit leur population, ont 2 sénateurs. À
Washington. Donc le Wyoming, 800 000 habitants, 2 sénateurs. La Californie, 40 millions d'habitants, 2 sénateurs. Donc pas de représentativité. Voilà. Et ils ont complété ça aux États-Unis par des mécanismes qui, peut-être, alors on reste dans le mode de l'élection, mais qui paraissent plus démocratiques. Il y a d'abord le système des primaires. Bon, on pense qu'on en veut. Alors, à chaque fois que je dis ça, je parle pour les États-Unis parce que tout le monde dira oui, donc tu es pour les primaires en France. Je ne sais pas, je ne connais pas la France, je n'étudie pas la France, j'y vis. Voilà. Je sais qu'aux États-Unis, il n'y a pas, dans le système politique états-unien, bipartisan avec le rôle de l'argent, il n'y a pas d'espace politique possible pour la gauche sans participer aux primaires. C'est un fait, Bernie Sanders a fait cette conclusion-là, Zoran Mamdani aussi. Et il complète ça par des référendums d'initiative citoyenne, enfin, c'est l'équivalent. Hein. Ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que pas forcément les partis, hein, enfin, pas le Parti démocrate en tout cas, mais des groupes autour du Parti démocrate, des groupes, des ONG, des associations, se sont saisis de ces référendums qu'ils avaient laissés aux conservateurs pour faire passer les référendums anti-avortement, pour soumettre au vote des électeurs des propositions progressistes. Donc on a globalement on a la question de l'avortement qui est revenu, la question du salaire du SMIC à 15 $, la question des congés payés maladie dans certains États, la question de la marijuana. Et donc par le bas, il y a des politiques publiques qui sont bloquées, quoi qu'on en pense, hein, la marijuana, mon sujet, c'est pas ça, qui est bloquée par le haut, qui passe par le bas. Je prends l'exemple du SMIC à 15 $ qui est plus consensuel que la marijuana peut-être. Donc ça a commencé à 2012 dans c'est les salariés de McDo à New York qui se mettent en grève et qui disent nous on veut un SMIC à 15 $. Et puis en 2015 c'est la ville de Seattle qui l'adopte, notamment sous la conduite. J'étais allé à Seattle juste après pour raconter cette histoire du conseiller municipal socialiste, alors qui est trotskiste, Kshama Sawant. Et puis la Californie l'a adopté, et puis l'État de New York, et puis le Massachusetts, et puis telle ville, et aujourd'hui donc un tiers du pays vit avec le SMIC salaire minimum, enfin ils ne disent pas le SMIC à 15 $. La marijuana, aujourd'hui il y a la moitié du pays qui est en état de légalisation. C'est le pays qui avait inventé la prohibition de la marijuana en 1937. Donc il y a les référendums d'initiative citoyenne. Et là d'ailleurs en Californie, il y en a un qui fait peur à tous les milliardaires qui commencent à prendre leur baluchon et leur coffre-fort surtout pour déménager. C'est une proposition du syndicat des services qui s'appelle SEIU d'impôt sur la fortune sur les milliardaires. C'est l'équivalence entre un impôt et un impôt sur la fortune. 5% à payer en 5 ans sur la fortune. Et donc ça va être soumis à référendum. Il y a un autre élément complété, ça s'appelle comment on appelle ça en français, le référendum révocatoire. Ça arrivait à plusieurs reprises ces dernières années, où à partir du moment où vous êtes un certain nombre de citoyens à signer telle pétition, vous pouvez soumettre tel élu à un certain nombre révocatoire. Donc là, les électeurs vont venir en disant c'est oui ou non. Il y a quelques années, c'est un peu moins en vogue, mais ça fait partie des choses qui sont à disposition. Et dernièrement, mais je reste encore dans le cadre de l'élection, New York, Zoran Mamdani est élu parce que New York a adopté en 2021 le système du choix préférentiel. Tout le monde voit ce que c'est le choix préférentiel? Dire vous ne votez pas pour une personne, vous votez pour, dans l'ordre, vos 5 candidats préférés. Voilà. Donc par exemple, vous pouviez voter pour 1 Zoran Mamdani, 2 Brad Lander, ou Brad Lander et Zoran Mamdani. Et au fur et à mesure des décomptes, ce qui vous permet par exemple, en gros ça met fin au vote utile. Vous n'allez pas voter forcément pour celui-là parce que vous pensez qu'il sera le mieux à même de s'opposer à celui que vous ne voulez pas avoir accédé au pouvoir. Et donc à chaque fois que l'un est éliminé de la course, les deuxième, troisième choix de ces électeurs sont reportés. Voilà, donc par exemple quelqu'un qui vote Brad Lander, au premier tour est compté une voix pour Brad Lander, et puis à la fin on fait les totaux, donc c'était Mamdani Cuomo. Donc on est au deuxième tour, Brad Lander est éliminé. Qu'ont voté
les deuxième et troisième choix, quatrième choix, cinquième choix de Brad Lander pour la suite. Ah, ils ont voté pour Zoran Mandani. Ok, bon, une voix en plus pour Zoran Mandani. Et donc à la fin, vous voyez, donc ça c'est un système qui se développe aussi. Mais je reste encore une fois que je ne réponds pas à votre question, je le sais, parce que je ne veux pas répondre à votre question. Non, mais je ne suis pas habilité à répondre à votre question. Après, avec cette particularité états-unienne aussi, Tocqueville le disait déjà, il disait partout où il y a un Américain, il y a une association. Et donc, cette espèce d'auto-organisation qu'on a vu à Minneapolis, hein, clairement. C'est aussi une forme d'intervention politique. Pardon. Bonsoir, j'ai une question concernant les élections de mi-terme cet automne. Si les républicains sont mis en minorité, est-ce que vous pensez que le président Trump va accepter les résultats ou est-ce qu'il sera capable de faire une deuxième tentative de coup d'État? Bon, on est un peu dans je vais éviter, votre question n'est pas fictionnelle, je vais éviter de faire une réponse fictionnelle. La probabilité, c'est qu'il perd l'élection de mi-mandat. Autrement, s'il n'était pas parti pour perdre l'élection de mi-mandat, ça ne ferait pas 6 mois qu'il dépense une partie de son énergie à dire aux républicains dans les États qu'il dirige de redécouper, de faire des redécoupages électoraux, notamment au Texas, pour aller chercher plus de circonscriptions républicaines. Donc déjà, il sent le vent tourner. Après, qu'est-ce que ça peut ouvrir? Bon, ça dépendra si c'est la Chambre et le Sénat. Bon, on va se mettre dans une situation posée. Trump a perdu les élections de mi-mandat. Les républicains ont perdu. Tu diras que c'est les républicains. Mais lui, c'est un président où il a 2 ans à tenir. Enfin, 2 ans à faire, c'est terminé. Il n'y aura pas de 3e mandat de Barack Obama. Si vous entendez de Barack Obama, oui, de Donald Trump, non. Et là, je suis allé beaucoup trop vite. La raison pour laquelle ça n'est pas possible, c'est que d'abord, il faudrait un amendement constitutionnel, parce qu'il y a un amendement constitutionnel qui interdit plus de 2 mandats. Point. Depuis Roosevelt, ils ont voté ça. Et pour faire adopter un amendement constitutionnel aux États-Unis, il faut 2/3 des élus. Donc, en termes de polarisation, ça n'arrivera pas. Et la ratification par 3/4 des États. Donc, ça n'arrivera pas parce que les démocrates s'y opposeront. Et auquel cas les républicains tenteraient le coup. Et si les démocrates se disaient, bah oui, on est d'accord, ça permettrait à Barack Obama de nouveau d'être président. Enfin, d'être candidat. Voilà. Donc, je pense que sur le débat, est-ce que Trump peut faire un 3e mandat, il va remobiliser ça, mais il ne fera pas un 3e mandat. Donc Trump a encore 2 ans à terminer. Si vous êtes un élu républicain, sénateur, député, vous venez de faire des élections de mi-mandat, et qu'avec un président qui va faire 2 ans, c'est un président qui est démonétisé. Donald Trump sera démonétisé. Il n'aura plus de levier, si ce n'est, en partie quand même, auprès de l'électeur républicain pour la primaire. Donc il aura beaucoup moins de... Oui, il aura beaucoup moins de levier pour éventuellement mobiliser la garde nationale, tenter une nouvelle attaque du Capitole. Faire des dégâts. Toujours. Mais peut-être que la question viendra après, mais vous entendez, vous, le vice-président Jay Evans parler en ce moment? Lui qui parle tout le temps, il est où? Il est nulle part parce qu'il n'est pas bien. Il est nulle part parce que c'est le plus isolationniste de tous. Peut-être le seul d'ailleurs, parce que les autres, en fait, c'est de la posture. Trump, c'est de la posture. Et donc, il n'est pas du tout à l'aise avec la guerre en Iran. Il sait très bien que ça peut lui coûter cher pour la primaire de 2028. Et donc, il fait canard. Donc, il y a aussi des contradictions internes à chaque camp. Et j'ai tendance à penser qu'à un moment, ils vont vouloir bazarder le vieux par-dessus le bastringue, quand même. Et oui, ça va être la condition de leur survie. Si Jay Evans veut être président en 2028, au bout d'un moment, il va falloir qu'il le balance. Hein. Autrement, s'il continue comme ça, il va l'entraîner avec lui par le fond. Enfin, c'est un peu de la politique, c'est un peu de la popole, comme on dit, mais bon, ça compte aussi. Bien. 2 petites questions. La première, est-ce que finalement, on est dans une société hyper fragmentée, malgré la polarisation, ou pas? Et est-ce que du coup, il n'y a pas une confusion très grande qui règne s'il y a une multiplicité de postures individuelles ou de positions individuelles? La deuxième question qui rejoint la première, c'est
Alors, quel est ton point de vue sur la structure de classe de la société américaine, malgré l'ensemble des communautés non blanches, je ne sais pas comment elles s'appellent autrement, qui existent, et avec l'évolution de ces communautés? Parce que ça a toujours perturbé profondément la structure de classe. Le fait qu'il y ait eu l'esclavage et puis la communauté noire, ça a perturbé complètement les blancs, les ouvriers blancs notamment. Ouais, parce que le sociologue, je ne sais plus si c'est W.B. Du Bois, le grand sociologue américain marxiste d'ailleurs, appelé le salaire psychologique. La blanchité était le salaire psychologique des ouvriers blancs qu'on payait mal. Voilà, donc c'était. Je vais commencer par celle-là. La structure de classe, je l'ai évoquée vite fait à travers la question des questions d'inégalité. J'en fais en général pas plus parce que je pars du principe que on est dans un public qui est conscient de ça. Et je préfère insister sur la superposition des calques, la question sociale, la question raciale, la question de genre. Mais j'essaye de l'aborder donc à travers la question du rêve américain qui est en déclin. Oui, il y a des formes d'assignation. C'est une société qui est à la fois en voie de plutocratisation, d'oligarchisation et de caste. C'est plus une société de caste qu'une société de classe aujourd'hui. Avec des taux qui sont... Enfin, c'est des trucs que je fais à mes étudiants à Sciences Po. Là, je commence par 2 heures de quiz pour dépolluer tout ça, toutes les questions sur... en disant quelle est la plus mobile des sociétés en Angleterre, machin, tout le monde dit bah, États-Unis, parce qu'il y a l'image de... Et en fait, non, elle est totalement bloquée. Et donc aussi avec des ressentis, ça vaut pour tout le monde. Donc les blocages, ça c'est l'ordre social. Si vous ajoutez le calque racial ou l'explication raciale, c'est aussi une partie du débat qu'on peut avoir parfois les mains. Pourquoi un ouvrier, même boîte, et je l'ai expérimenté à Aérier, en usine de locomotive, enseignement général électrique, syndicat très fort, très à gauche, qui avait soutenu Bernie Sanders, d'ailleurs l'un des seuls. Voilà. L'ouvrier blanc aura plus tendance à aller voter Trump et l'ouvrier noir à aller voter démocrate. Pourquoi? La classe en elle-même ne suffit pas à expliquer. Évidemment, on ne peut pas l'expliquer sans la classe. C'est évident. Si vous rajoutez à ça la question du genre aussi, par exemple les femmes ouvrières, machin, ou même j'avais bien sympathisé avec le délégué syndical régional, John, que j'ai eu récemment au téléphone là, et il dit, tu sais, la question trans, elle se pose aussi dans l'usine. Hein. Comment est l'usine? Et c'est pas qu'une question de grande ville, de métropole. Ah. Vous m'entendez? Oui. Non, je pensais qu'il y avait une petite coupure. Non, et vous rajoutez à ça la question de genre, et donc le délégué régional me disait, on a des ouvriers trans dans l'usine, de locomotive, General Electric, aérien. Donc c'est aussi une question. Voilà. Donc pour répondre, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Et dans le... Je vais faire une transition avec... La polarisation, par exemple, à gauche du Parti démocrate, avec cette fragmentation multiforme. Oui, oui. Bah, oui. Il y a... L'un des problèmes des États-Unis, c'est pas nouveau, hein, c'est l'absence de conscience de classe. Clairement. Donc il y a des situations que nous on analyse, hein, je viens de le faire, et après le ressenti, le vécu, un ouvrier blanc, c'est caricatural ce que je dis, parce que ça aura plus tendance, on va dire comme ça, aura plus tendance à se considérer d'abord comme blanc que comme ouvrier. Ou s'il doit se définir socialement, il se définira comme quelqu'un de la classe moyenne. Ça aussi, c'est une grande invention états-unienne des années, en gros de l'équivalent des 30 Glorieuses, c'est de dire qu'il y a une classe moyenne. Donc si j'ai ma petite maison, ma voiture, je suis membre de la classe moyenne, puisque j'ai accédé à un certain niveau d'équipement et de confort. Ça a quand même tendance à revenir un peu ces derniers temps. Il y a vraiment eu, les années 60 aux années 2000, une espèce de grand vide, de grand creux. C'est l'époque large de la révolution réganienne. Il y a un retour par exemple du syndicalisme. Et dans l'industrie, c'est intéressant, avec une nouvelle direction du grand syndicat de l'automobile,
qui a enfin réussi à syndiquer des usines dans le sud. Le sud, c'est le sud des républicains, très anti-syndicats. Et donc toutes les entreprises sont allées s'y installer là-bas, notamment les entreprises européennes, même elles qui ont été pionnières dans le combat antisyndical. Et aux États-Unis, vous savez que pour créer un syndicat, il faut un vote majoritaire des salariés. Et donc ils se sont toujours cassés les dents là-dessus. Et là, ils ont syndiqué dans le Tennessee une usine de Volkswagen. Il y a un renouveau du syndicalisme via Starbucks aussi. Là, on est plus sur les nouvelles et jeunes générations. Mais pour revenir à ta question, globalement, il y a quand même le grand vide de l'absence de conscience de classe, avec quand même, je me répète, mais c'est pour reformuler, pour reprendre mon fil, des regains de conscience de classe. Et après, tu as une société qui est, qui est très fragmentée, mais qui est très fragmentée d'abord dans le monde du travail. Avant, parce qu'on parle souvent de la question des identités. C'est pas ça qui fragmente avant toute chose la société états-unienne. C'est l'éclatement des modes de travail, des modes d'insertion sociale, et puis l'affaissement du syndicat qui faisait avant le travail commun pour... Et l'appartenance à une communauté ou à une autre? On peut, oui. Alors, l'appartenance à une communauté, ce sont des communautés qui sont subies plus que des communautés choisies. Par exemple, je refuse de parler de communautarisme aux États-Unis. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de communautarisme, on parle des latinos, des africains américains, des asiatiques qui vivent dans leur quartier. Or, ce n'est pas du communautarisme choisi, c'est du communautarisme subi, parce que ce sont des relégations sociales et spatiales. Et le seul communautarisme, le plus puissant aux États-Unis, on n'en parle jamais, on ne donne jamais de couleur à ça, c'est le communautarisme blanc. Enfin, historiquement, je parle. Encore, je vais un peu vite dans l'articulation, mais vous avez compris. Et ce qui, je pense, alors, c'est vrai aussi que les mouvements de la société depuis une dizaine d'années, il y a eu MeToo, il y a eu Black Lives Matter, on appelle ça néo-féminisme, néo-mouvement droit civique, je ne sais pas si c'est vraiment néo, enfin, en tout cas il y a une nouvelle époque qui s'est ouverte clairement, de prise de conscience, très très forte chez les jeunes générations. Enfin, ça fait maintenant 30 ans cette année que je travaille sur les États-Unis, donc je vois la différence. Quand je travaille avec les uns et les autres, des étudiants à la fac, la différence de rapport au monde, en 10 ans, là, on est rentré dans une autre dimension totale, qui provoque un certain nombre de questions. Chez les jeunes hommes, par exemple, il y a les masculinismes, et ceux-là, j'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. En revanche, il y a une frange des jeunes hommes qui se sentent insécures par la puissance du mouvement MeToo. Il ne devrait pas l'être, normalement, mais bon, il y a des forces politiques qui jouent là-dessus. On les connaît, le Trumpisme. Et sur la question des identités, je trouve que le Parti républicain porte une responsabilité historique, et c'est Hillary Clinton. On dit souvent, oui, mais alors, Kamala Harris a perdu parce qu'elle a fait trop la campagne des trans, trop la campagne de ceci, trop la campagne de cela. J'ai répondu à la question tout à l'heure, ça ne me semble pas être le problème. Le gouverneur du Tennessee, Kentucky, Andy Beshear, est un républicain. Lui, il est démocrate. Il y a une loi du Parlement local pour interdire les transitions. Il a opposé son veto. Il n'a pas perdu un point de popularité dans un État républicain, parce qu'en même temps, il a une rhétorique qu'on dit populiste aux États-Unis. Populiste, c'est plutôt positif aux États-Unis, c'est-à-dire le populisme économique, c'est se mobiliser, se battre pour un programme progressiste en matière économique et sociale pour faire vite. Il n'a pas perdu un point. Donc le problème, c'est pas de défendre les droits LGBT, machin. Le problème pour les démocrates, ça a été de ne plus avoir de propositions économiques et sociales. Et c'est Hillary Clinton qui a commencé. Pour contrer l'émergence de Bernie Sanders en 2016, qui était un programme très très économique et social, les banques, je ne refais pas l'impôt sur les milliards et compagnie. Elle a voulu le mettre en difficulté en disant, et notamment un jour elle a dit, dans un meeting, j'y étais, qu'est-ce que ça va changer pour la communauté noire
et le racisme aux États-Unis de casser les reins des banques. Ce qui est en soi une question politique juste. Est-ce qu'il suffit de renverser le capitalisme pour renverser le racisme et le patriarcat? Enfin, vous voyez, je vous renvoie à notre débat. Mais à partir de ce moment-là, le Parti démocrate a instrumentalisé toutes ces micro-identités fragmentées, mais simplement pour ne pas toucher à l'ordre établi et aux banques et au système économique et social. Et je fais un peu long, mais j'ai tendance à penser, beaucoup de tendances, mais qu'un discours à la Bernie, ou même Mamdani, c'est ce qu'il a fait. Hein. Mamdani, tout le monde dit oui, bah, on a dit aussi, oui, mais Mamdani, il a gagné parce qu'il a fait une campagne sur l'impôt sur les millionnaires, la gratuité, les crèches collectives et compagnie. Je dis, mais regardez bien, Mamdani, il a dit génocide à Gaza, il n'y en a pas. Et quand il a fallu défendre les trans, il a pris son bureau, il l'a mis dans le milieu d'une rue, et il a fait un clip en disant on ne touchera pas aux trans à New York. C'est-à-dire qu'il n'en a pas rabattu. Et donc c'est un programme global qui prend les deux ensemble pour recoller, ça ne va pas être le paradis, ça ne va pas être le mouvement, mais ça peut recoller ces identités un peu ensemble dans le même dynamique. Oui, sur la côte, il y a quelques Américains qui fuient les États-Unis pour venir. C'est très marginal et c'est pas des pauvres. Hein. Et ensuite, j'aimerais savoir quelle est l'importance du parti écologiste qu'on a vu un peu apparaître dans les élections. Et enfin, comment réagit l'opinion face à la guerre pour faire le grand Israël mené conjointement par Netanyahou et Trump? Oui, quelques-uns partent. Bon, principalement, ceux qui partent sont ceux qui peuvent partir. Toujours pareil. Ils peuvent partir, sauf ceux qui prennent un esquif pour traverser la Méditerranée. Non, c'est souvent les universités, les profs d'université. Donc certains ont été menacés de mort, d'ailleurs, qui est parti en Espagne pour travailler sur le fascisme. Le parti vert, parti écologiste, le parti est un troisième parti qui, comme souvent aux États-Unis, qui n'a pas d'espace national, qui a un micro-espace local dans telle ou telle ville. Je crois qu'il y a un maire écologiste dans une ville en Californie. Ça pèse pas. Ça pèse pas sur l'orientation politique, sur le débat politique. Et ta troisième question, c'était... Et sur la guerre en Iran, ouais. C'est parce que je commence à... Il va falloir du miel après ou du vin blanc. Oui, non, alors la guerre en Iran, ouais, la guerre en Iran. Alors, décision prise par le président le plus impopulaire à ce stade d'un mandat, décision la plus impopulaire prise, c'est-à-dire que contrairement à toutes les anciennes interventions états-uniennes à l'étranger, et il y en a eu, vous le savez, celle-ci ne recueille pas l'assentiment d'une majorité d'États-Uniens. La guerre en Irak, 70% des États-Uniens étaient favorables à la guerre en Irak en avril 2023 quand ça s'est déclenché. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire ils sont totalement opposés à cette guerre en Iran. D'abord parce que, un, ils sont fatigués des guerres, et deux, vient s'ajouter quelque chose qui est vraiment l'un des symptômes de l'évolution politique assez fulgurante qu'il y a eu aux États-Unis, au moins du point de vue des mentalités. Alors c'est vrai qu'entre le changement, l'évolution des mentalités et après les changements réels, il faut du temps, mais le basculement appelons ça l'opinion publique des États-Unis sur la question israélienne est stupéfiante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une majorité des États-Unis sont plus favorables, alors c'est des sondages qui leur posent la question comme ça, sont plus favorables aux Palestiniens qu'aux Israéliens, même chez les Juifs états-uniens. Au moment de l'anniversaire du 7 octobre, il y a eu plein de sondages encore. 40% des Juifs américains disent que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des candidats, notamment démocrates, parce que ça se joue plus dans la coalition démocrate, qui prenaient l'argent de l'AIPAC, qui est une association américaine, c'est le lobby pro-Israël. C'est pas un gros mot de dire lobby pro-Israël, tout le monde, le lobby c'est un groupe de pression, et pro-Israël c'est en faveur d'un pays. Hein. Et d'ailleurs, ah ouais, mais j'essaye. Je parle là-bas, oui, mais c'est ça, le micro est là. Hein. Non, est-ce que tu passes
Non, en fait, c'est pas que je fais ça, c'est que je baisse le ton parce que la voix commence à tirer un peu sur... Et donc, ce changement de l'opinion publique des États-Unis, et d'abord, elle arrive à une vitesse que personne n'avait vu arriver, et surtout est la conséquence le fil rouge qui traverse un peu tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous l'avez compris, hein, c'est le renouvellement des générations. Donc les nouvelles générations, peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus, parce qu'on avait parlé au début, j'ai fait un bouquin là-dessus sur les millennials, alors millennials et Gen Z. Toutes ces nouvelles générations ont un rapport totalement différent par rapport aux générations précédentes sur des tas de choses. D'abord, on va reprendre des éléments que j'ai donnés un peu comme ça et part. C'est la génération qui est la plus diverse démographiquement de l'histoire du pays. C'est la génération qui est aussi la plus diplômée et au sein de laquelle les femmes sont plus diplômées que les hommes. 45% des femmes de moins de 40 ans ont un niveau Bac plus 5 aux États-Unis. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut produire en termes d'autonomisation sociale, de conception politique. Oui, je n'ai pas entendu. Voilà, et donc ça donne, ça donne Alexandria Ocasio-Cortez, ça donne Ayanna Pressley, ça donne Rachida Tlaib, ça donne, à un moment, ça a des conséquences politiques. Quand on a dans les campus en 2024, sur les campus américains, il y a eu des mobilisations. Il y a eu une intervention très violente des forces de police sur l'université de Columbia à New York, où ils ont arrêté tous les étudiants, ils ont retiré toutes les tentes et compagnie. Et on s'est dit, bon voilà, le mouvement après, ça c'est terminé, dans les autres universités, c'est terminé. Et en fait, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une espèce de chose à effet lent qui s'est produite dans l'opinion publique. Et j'en reparlais à Columbia avec un professeur américain d'origine palestinienne, Rachid Khalidi, qui sort un livre là, pour lire si vous en intéresse, sur 100 ans de guerre à la Palestine. Et lui, il a arrêté d'enseigner à Columbia parce qu'il est en désaccord avec la façon dont Columbia traite la question de l'antisémitisme. Et lui, il a expliqué que ses étudiants avaient été en fait le moteur de la mobilisation, de la prise de conscience de l'opinion publique. Donc ça a commencé par quelques étudiants qui ont changé quelque chose dans le narratif global des médias et et puis surtout il y a une sorte d'effet d'entraînement, et ça on le constate un peu partout sur tous les grands sujets. C'est pas seulement que les nouvelles générations sont plus diverses, plus diplômées et plus progressistes politiquement, c'est qu'elles ont un effet d'entraînement aussi sur l'ensemble de la société et éventuellement sur les jeunes générations. Voilà. Je ne vous fais pas injure en disant qu'on a à peu près du même âge, donc on a 60 ans et plus. Il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était que non-binaire. Trans et compagnie. Et puis, nos filles, nos enfants, nos petits-enfants nous l'ont expliqué, et on comprend mieux. Et donc ça, en France, toutes les enquêtes, il y a une enquête annuelle qui s'appelle le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et deux chercheurs qui s'appellent Vincent Tibéri et j'ai oublié le nom de deuxième, ça me reviendra, qui montre ça. L'effet d'infusion des nouvelles générations et des mentalités des nouvelles générations sur l'ensemble de la société. C'est exactement ce qui s'est passé sur Israël. Et donc aujourd'hui, et même, alors là c'était vrai sur le camp démocrate, et d'ailleurs le Parti démocrate a un rapport dans son tiroir qu'il ne veut pas divulguer, dont toute la presse parle, qui montre que le positionnement de Kamala Harris sur Gaza, c'est-à-dire de ne pas condamner ce qui se passait, en disant que Joe Biden faisait tout pour arrêter ce qui s'est passé, c'était faux. Et l'une des raisons principales, on parlait tout à l'heure des raisons, l'une des raisons principales de sa défaite, et maintenant ça atteint le camp républicain, qui a plutôt été toujours le parti pro-Israël et compagnie. Au sein du parti, la base, la frange MAGA isolationniste est en train de critiquer Donald Trump en disant qu'il se vend, qu'il est pieds et poings liés avec Benjamin Netanyahu. Eh bien, une idée, hein? Oui, je connais. Merci. Alors, est-ce que vous diriez
diriez que la société américaine est détraquée pour avoir donné un président détraqué comme ça, ou bien c'est un accident politique exceptionnel? Parce que là, un président comme ça, c'est vraiment jamais vu. Merci. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, non, c'est pas un accident. Non, Donald Trump n'est absolument pas un accident. Je suis en train de lire un livre que j'ai acheté. Alors du coup, à chaque fois que je tourne, il faut que je reste comme ça pour rester avec le micro. Il s'appelle Les Lumières sombres d'un professeur qui s'appelle Miranda, et donc qui analyse un peu ce qui est en train de se passer dans l'évolution de la droite états-unienne, hein, les néo, l'alt-right, les néo-réactionnaires et compagnie. C'est assez intéressant. Et en gros, si je devais résumer, je dirais que ce n'est pas un accident pour la raison suivante. D'abord, on n'est pas élu président à 2 reprises, même avec la question du collège électoral en 2016, par accident, et on n'a pas ce taux de popularité. Parce que, en fait, le paradoxe, c'est que dans cette Amérique qui est très polarisée, Donald Trump est le président le plus impopulaire à ce stade d'un mandat, et c'est en même temps le président le plus populaire auprès de sa propre base. Vous voyez un peu le truc, hein, donc vraiment le pays totalement... Voilà. Et puis, c'est pour moi, Donald Trump, on dit souvent, c'est pour ça que ça m'intéressait de lire ce bouquin, on dit que c'est un président réactionnaire. Et, moi je l'écris, puis à un moment je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire réactionnaire en fait? En réaction à quoi? Et je trouve que c'est intéressant de regarder le Trumpisme comme une réaction aux évolutions de la société depuis 30-40 ans. Les évolutions démographiques, sociétales, sociales, tout le monde. Imaginez le monde des années 50. D'ailleurs, quand on dit à Donald Trump, mais vous dites il faut rendre sa grandeur à l'Amérique, quand est-ce que l'Amérique était grande? Il répond les années 50. Bon, alors déjà, c'est... Quand il se faisait battre en Corée... Oui, quand il se faisait battre en Corée, quand les Africains-Américains n'avaient pas de droit, donc comment ça peut résonner aussi, et puis la mythologie de l'Amérique des années 50. Mais le monde des années 50 a volé cul par-dessus tête en un demi-siècle. Vous prenez le droit des Africains-Américains, vous prenez le droit des femmes, elles avaient le droit de voter, mais elles n'avaient pas le droit à l'avortement. La question de l'éducation, j'insiste là-dessus, car les femmes, les jeunes femmes américaines sont aujourd'hui plus diplômées. Après, ça pose plein de problèmes aussi sur... partout, même chez nous en France. Oui, et ça pas tout à fait encore. Mais... Les médecins, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, ouais. Même chez les spécialistes. Ouais. Même dans les universités, il y a de plus en plus de femmes. Nicolas, non, rien, s'il te plaît. Non, je suis d'accord, même en France, c'est fait partie des choses que je regarde avec des collègues, de regarder la hausse du niveau de diplôme chez les jeunes générations, et notamment les jeunes générations issues de l'immigration. Et dans ces jeunes générations, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Et en général, quand vous êtes diplômé, vous pensez de manière autonome, et vous faites votre vie, et vous vous mariez dans un milieu social extérieur au vôtre, et bon, bref, voilà. Donc, le Trumpisme, c'est une réaction à tout ça. C'est une réaction à ce monde qui a totalement changé depuis 40-50 ans. Donc c'est pas un accident. Est-ce que c'est... S'il y a quelque chose de détraqué dans la société américaine, c'est la moitié. Donc on revient... Allez, je vous accorde qu'une moitié de la société états-unienne est détraquée parce qu'elle a envie de revenir dans un monde blanc. C'est les blancs, voilà. Oui, globalement. Blanc. Et partout, les suprémacistes blancs arrivent à convaincre une partie des non-blancs que ça peut être bien pour eux aussi, hein, ça c'est un classique. Donc voilà, c'est blanc, c'est masculiniste, donc masculiniste ce qui veut pas dire que les femmes n'en font pas partie. Hein, les femmes républicaines ont un rôle très important dans la mobilisation aussi, je veux dire, on peut très bien être femme et ne pas être féministe, c'est pas... J'invente rien, je ne vous apprends rien non plus, mais ça existe aussi. Et donc c'est cette partie de la société qui dit non, je ne veux pas que ce monde change. Je veux qu'on revienne à ce monde normé, en ordre, blanc, masculin, où on fait la loi et l'ordre un peu partout. Bon, la loi et l'ordre un peu partout. Oui, complètement. C'est le même ressort. Sauf que là, ça mobilise 77 millions d'électeurs, contrairement à Zemmour. C'est quand même beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup. À votre avis, quel rôle l'administration de Trump pense donner à l'Europe? Je crois qu'il y a consensus au sein de l'administration Trump sur le fait que l'Europe ne compte plus pour eux. Voilà. L'enjeu, c'est la rivalité stratégique avec la Chine. Là, ceci dit, c'est une continuité avec Barack Obama. C'est Barack Obama, en 2009, qui a fait ce qu'on appelle le pivot asiatique. Il a tiré la leçon des guerres de Bush au Moyen-Orient en disant tout ça, ça nous distrait de notre visée stratégique à l'horizon du XXIe siècle, qui est la Chine, la concurrence de la Chine. Et donc, on se tourne vers la Chine, vers la rivalité avec la Chine. Ça, c'est une continuité avec Obama. Et dans ce cadre-là, l'Europe ne compte plus, parce que de toute façon, elle sera toujours avec nous. Et la façon dont l'Europe, où les pays européens, la majorité des pays européens réagissent à ce que la guerre en Iran ne lui donne pas tort. C'est-à-dire que Trump n'a rien demandé à personne, il y est allé, et que font les pays européens les uns après les autres, à part l'Espagne, rejoignent les États-Unis. Donc ils sont une sorte d'alliés captifs qui devra en plus payer pour leur défense. On arrête de payer pour eux. Voilà. Et alors ça, c'est du point de vue géopolitique, mais du point de vue politique, il y a quand même un rôle. On l'a vu avec le discours du vice-président J.D. Vance et dernière à la conférence de Munich, qui est venu dire aux Européens, en gros c'est un plaidoyer pour les extrêmes droites européennes, donc ils vont J.D. Vance et Elon Musk vont continuer à tenter de peser politiquement, et en Grande-Bretagne, et en France, et en Italie, et en Allemagne, en soutenant Meloni, l'extrême droite en Allemagne, l'AfD et compagnie, et le Rassemblement National en 2027. Donc il y a une sorte de abandon géopolitique, mais gros investissement politique, idéologique sur les extrêmes droites en Europe. Bien. Eh bien, on va en rester là. Merci à vous.